Por la invitación, es un gran honor para nosotros. Gracias por la invitación y por estar aquí con todos ustedes. Y la pregunta la voy a hacer para que se aclare un poco el contexto de escritura de la novela. ¿Nos podrías decir cómo llegaste a escribir esta novela sobre esta isla mexicana olvidada y especialmente esa tragedia que vivió esa guarnición de mexicanos en la isla de Clipperton? Bueno, espero que me entiendan, si no, pues me traducirán. Mi francés no es tan bueno. Yo trabajaba para unos historiadores. Yo era decoradora de teatro, yo era escenógrafa teatral, y por cosas de la vida. Je travaillais comme scénographe au théâtre. Y por cosas de la vida terminé trabajando con historiadores. J'ai fini par travailler avec des historiens. Y trabajando con ellos me pidieron que investigara, que fuera a buscar documentación sobre el caso de Clipperton. Ils m'ont demandé de chercher de la documentation sur le cas de Clipperton. Porque se iba a hacer un video sobre la historia. Pour une vidéo qu'on allait faire sur cette histoire. Y conforme yo empecé a buscar documentación, a ir a diversos archivos, et au fur et à mesure de mes recherches dans les archives, pues me fui apasionando, ¿no? Me fui apasionando por la isla y tenía mucha curiosidad. J'étais prise de passion pour cette île et j'ai eu beaucoup de curiosité. Por este personaje del capitán, que es enviado a la isla un poco como castigo. Es un capitán de origen francés. Pour ce capitaine d'origine française, envoyé sur l'île en guise de châtiment. Y que él acaba dando la vida por la patria. Et qui finit par donner sa vie pour la patrie. Era como una trayectoria de un personaje más allá de la persona real del capitán Arnaud. C'était la trajectoire d'un personnage au-delà de la personnalité du capitaine Arnaud. Que era demasiado distinto el punto de partida, porque él es hijo de franceses, ¿no? Él es hijo de los que fueron a México, que se llamaban los Barcelonettes. Donc sa vie l'a fait complètement changer par rapport au point de départ. Il était fils de ces Français qui sont arrivés au Mexique et qui étaient des Barcelonettes. Oui, qui venaient de Barcelone. D'accord. Que vienen de un lugar. Oui, Barcelonette. Dans les Barcelonette. Alpes. Ils viennent des Alpes. Des Alpes, sí. Un pueblo, ¿no? Sí, un pueblito. Que se llama Barcelonette. Y en el... Sí. Apparemment, là, il y a quelqu'un qui est de Barcelonette. Ah oui? Oui, je n'ai pas de famille au Mexique. D'accord. En el siglo XIX muchos barcelonetes emigraron a México, no sé bien la razón porque fue un grupo grande. Apparemment, beaucoup d'entre eux ont émigré au Mexique au XIXe siècle, mais j'ignore pourquoi exactement. Y en México formaron muchas empresas, ¿no? Algunas de las cuales todavía existen. Et ils ont fondé de nombreuses entreprises au Mexique, dont certaines existent encore aujourd'hui. De compañías ferroviarias, tiendas, etc. Y este personaje, este Ramón Arnaud, su familia fracasó. Su padre tenía un negocio en los trenes y fracasó y se murió. Donc ils ont fondé notamment des compagnies de chemin de fer, de nombreuses boutiques, et la famille de ce capitaine a échoué en ferrocarril, dans cette entreprise de chemin de fer. Y entonces él, pues él tuvo que trabajar para sostener a su familia, muy joven. Et comme le père est mort, le fils a dû travailler très jeune pour maintenir sa famille, entretenir sa famille. Y entonces entró al ejército mexicano, pero no como los oficiales, ¿no? Entró como soldado raso. Il entre à l'armée mexicaine comme le plus bas. Oui, comme soldat. Comme soldat. Pero pues él hablaba inglés y francés,
era una persona más o menos educada. Mais il était plutôt cultivé, il parlait l'anglais, le français. Y en el medio en el que estaba, pues chocaba totalmente. Y en un momento desertó del ejército, huyó. Donc il était vraiment à part dans ce milieu et finalement il va déserter. Lo atraparon, lo castigaron. On l'attrape, on le châtie. No sabían qué hacer con él. Y cuando es necesario defender Clipperton, esta isla, porque perderla significaba para el gobierno de México en esa época perder mar territorial. On ne sait pas trop quoi faire avec lui et alors se pose la question de Clipperton parce que perdre Clipperton c'était perdre ce territoire sur la mer. Y había los franceses querían Clipperton, bueno ahora Clipperton es de Francia, los ingleses, los norteamericanos ya estaban ahí. Donc les Français voulaient Clipperton et de fait maintenant Clipperton est française, les Anglais, les Américains voulaient aussi l'île. Y entonces pues mandaron un grupo de soldados a defender la soberanía en lo que se decidía quién era el dueño de Clipperton, ¿no? Et on a donc envoyé un groupe de soldats pour défendre la souveraineté de l'île. Y entonces pues se les ocurrió que lo mejor era mandar a este hombre que no sabían bien qué hacer con él. Era un teniente, pero pues tenía los idiomas. Fue mitad castigo, mitad conveniencia, comodidad, ¿no? Donc on envoie ce bonhomme dont on ne sait pas quoi faire, mais qui domine bien les langues, et c'était donc à moitié une sorte de punition et d'arrangement. Y a él le entra como la locura, porque primero él no se quiere ir, y hasta le escribe a la esposa, su novia, pues que no se puede casar con ella porque pues lo van a mandar a una isla donde no hay nada, y ella de alguna manera le alimenta un sueño, le dice no, vamos y seremos como Robinson Crusoe, y esto sí pasó, está en las cartas de la mujer, y entonces es como la historia de un perfecto delirio mental. Dans un premier temps, il décide d'abandonner, de quitter sa fiancée avec laquelle il devait se marier, et finalement c'est elle qui va alimenter ce rêve et lui dire nous serons les Robinson dans cette île, allons-y. Et ça devient un grand délire. ¿Y cómo fue entonces tu percepción de la historia? ¿En qué quisiste apoyar o insistir? ¿O cuáles fueron tus primeras percepciones de la historia, lo que te atraía, digamos? Pues lo que más me atraía era esta locura, ¿no? Esta como negación de la realidad, de decir, bueno, podía perfectamente ir y deprimirse, era lo que, pero este como empeño, bueno, que también es muy humano, muy conmovedor. Donc, ce qui m'a le plus attiré au début, c'était la folie, cette négation de la réalité qui aurait pu les mener vers une grande dépression. Et en fait, il y avait toujours cet empeño, cette volonté très humaine. Sí, yo quería construir ese personaje, ¿no? Je voulais construire ce personnage. Como escritora, mi interés no era tanto investigar sobre el personaje real, que podía ser más mediocre, sí, ¿no? Como construirlo un poco. Los narradores pues vamos mucho de A a B, ¿no? Como un personaje llega de aquí a allá, y yo quería construir este personaje que empezaba castigado y terminaba haciendo un sacrificio heroico desastroso, ¿no? Porque pues sacrificó pues también a la familia, en fin. Je ne voulais pas tant faire de recherche sur le personnage, le vrai personnage, que construire vraiment comme auteur ce personnage qui passe de cette punition à ce sacrifice héroïque et désastreux qui mène toute sa famille à la catastrophe. Parce
Ce qu'on n'a pas... Oui, vale, vas-y. Yo quería solo hacerle una pregunta sobre el heroísmo. Me parece que es uno de los temas, una idea, un cuestionamiento, me parece que haces del heroísmo masculino, de una idea de un heroísmo masculino malentendido a través de este personaje. ¿Sí o no? Pues sí, de alguna manera sí hay un heroísmo abstracto, ¿no? Cuando ellos están abandonados en la isla. On peut parler d'un héroïsme abstrait lorsque les personnages sont abandonnés sur l'île. Y de repente llega un barco norteamericano. C'est ça que je voulais expliquer pour que ce soit plus clair pour tout le monde, c'est que ils sont abandonnés par le gouvernement mexicain et lui, à un moment, il a le choix soit d'abandonner l'île puisqu'il a été oublié, qu'on ne leur apporte plus rien, qu'ils n'ont plus de nourriture et qu'ils sont vraiment abandonnés à leur sort, abandonner l'île pour sauver sa peau quand un bateau arrive, ou au contraire rester sur l'île comme le représentant de la loi, le représentant du Mexique qui va garder et qui va maintenir cette petite île dans le giron mexicain. Et donc voilà, là il y a ce doute. Et il fait le choix justement de rester, voilà, de se sacrifier et de ne pas partir avec le bateau qui pourrait les sauver. Alors, Bueno, voy a tratar de hablar en francés porque si no está muy lento, ¿no? Vous m'excusez si je ne parle pas très vite. Quand cet homme est arrivé à l'île, dans ces années, il les envoyait des vivres à travers un bateau, non? qui parcourait d'Acapulco jusqu'à l'île. Et puis, quand la révolution mexicaine éclate, le gouvernement tombe, et cet homme qui appartenait à l'armée fédérale, Porfirio Díaz, ils sont abandonnés. Non? Là. Et il y a un moment où arrive un bateau américain qui leur offre au capitaine de lui sauver avec sa famille. Et c'est là où il a ses gestes, il apprend que le Mexique n'est plus... que les Américains ont envahi le Mexique par Veracruz, et il a appris que c'est tout, le pays complet s'est déchiré, s'est séparé, il y a des divers bandos, des camps différents, des factions révolutionnaires, et c'est quand il dit, justement quand il n'y a pas de pays, il dit non, je vais rester ici, je vais attendre l'armée mexicaine de me sauver. Et les autres sont sentis très coupables aussi parce que le capitaine, il était en plan héroïque et personne n'a dit rien. Et le bateau est parti et ils sont restés là, plus abandonnés. Non? Et c'était ça, c'est ce qui m'intéressait, comment à partir de la construction de cette idée du paradis, de la patrie, etc. dans l'île, il finit par suicidarse. Et bon, c'était ça qui m'intéressait beaucoup, cette histoire de l'héroïsme comme abstrait. Et parce que celles qui ont plus souffert l'héroïsme, ce sont les femmes, parce que les hommes, il y a un moment où ils sont si désespérés qu'ils construisent une balsa. Ils construisent un radeau. Et ils sortent à la mer. Et au moment où ils sortent, une énorme vague il y avait une mantarraya. Une remonta. Une remonta qui les a dévorés et tous les sont morts. Et dans l'île, il ne reste que les femmes, les enfants et un homme qui était nègre, qui était le farero. Le gardien du phare. Le gardien du phare, qui était un homme isolé, le plus isolé de l'isolement. C'était cet homme qui habitait dans le phare tout seul, qui était très pauvre, très ignorant, et qui a conçu l'idée de se feindre malade pour rester dans l'île
avec les armes et dominer les femmes. Et alors cette partie de l'histoire de Clipperton, des femmes, du nègre malvado, cette histoire c'est la plus racontée. Et c'était cette histoire que je ne voulais pas la raconter vraiment, parce que c'est l'histoire la plus cruelle et il y a beaucoup de morbo, de voyeurisme, de complaisance dans la description de ça. Dans la description, dans la violence, dans le sexe. Non? Cette partie-là, je ne voulais pas la raconter si tan en extenso, non? En détail. Parce que j'étais intéressée de voir ce qui s'est passé après. Finalement, les femmes sont sauvées. Un autre bateau arrive, celui du capitaine Fogg, qui ne s'appelait Fogg, mais pas pour Phineas Fogg, mais pour la niebla. Parce qu'il Fogg aussi, d'accord. Mais ça s'écrit de la même façon. Oui, mais il y a... Voilà, c'est lecture et il se coule, non? Se meten ahí. Ce bateau sauve les femmes et au Mexique, il mène une vie très, très difficile. Il retourne à un pays complètement différent. Après la Révolution, tout était différent, et tout était détruit. Et donc, ça me semblait plus intéressant de parler sur cette histoire des femmes après et de cet homme qui fait le chemin du délire, ¿no? Pues una buena parte de la novela cuenta eso, ¿no? Todos los esfuerzos de Luisa por recuperar su deuda. Es decir, que como viuda de un capitán del ejército, ella quería que le pagaran los adeudos, el sueldo que no le pagaron a su esposo durante los 4 años en que estuvieron aislados. Entonces, gran parte de la novela son las cartas que ella envía exigiendo que le paguen su sueldo. Je traduis. Oui, donc une grande partie du roman, c'est toutes les démarches que fait la veuve pour récupérer ce qu'on lui doit, c'est-à-dire tous les soldes en retard de son mari. Sí, eso se me hizo muy interesante, como ella no veía por ella, veía por el esposo, ¿no? Ce qui était intéressant, c'était justement qu'elle ne pensait pas à elle, et qu'elle pensait surtout à son mari. Y no estaba resentida, no tenía enojo, ¿no? Porque pues por él estaba en esa situación, sino que su interés era como prolongar ese sueño, ¿no? Que la patria reconociera el heroísmo, el gesto heroico de su esposo. Et elle ne nourrissait aucune rancœur, elle voulait prolonger ce rêve et surtout que la patrie reconnaisse l'héroïsme de son mari. ¿No? Son como personajes un poco idealistas, pero son como si fueran de otro siglo, que no... Bueno, sí lo era, ¿no? Pues sí lo era. Como que llegó el siglo XX mientras ellos no estaban. C'est des personnages qui appartenaient à un autre siècle et qui sont restés au 19e siècle, n'ont pas vu arriver le 20e. Le 20e. Voilà, avec une conception de l'honneur, de la patrie qui font effectivement un peu, voilà, qui sont très liés à l'esprit du 19e et qui continuent de le vivre au début du 20e, mais de façon décalée. Voilà. Et d'autant plus décalée qu'au même moment au Mexique tout a changé, c'est-à-dire que voilà, on a basculé dans une autre époque, une autre histoire. Une autre histoire. Oui. Un autre régime. Et un autre régime au niveau politique. Oui, absolument. Entonces ella no acaba de entender cómo es posible que no lo reconozcan, que Venustiano Carranza, el general que dirigía México en ese momento, pues cómo pudo dejarlos abandonados. Es algo que ella no concibe, porque sí, ella ya no forma parte de ese mundo, como si la hubieran expulsado, ¿no? Donc, elle ne comprend pas que Carranza, qui est le général qui dirige à ce moment-là le Mexique, ne les reconnaisse pas, qu'il les ait laissés totalement abandonnés et qu'ils se retrouvent expulsés de ce monde qu'ils n'ont pas connu. Y bueno, me parecía que
que desde el punto de vista histórico pues había muchas causas y que se podía explicar, pero que la literatura podía extraer como el alma de esa historia y como hacerla, ¿cómo se dice? Pues como abrirla, ¿no? Como cuando uno inventa una historia a partir de algo real, es como si uno quisiera estallar algo que vive en la historia real, pero que no está desarrollado, que no se ve a simple vista. Donc au-delà de comprendre, d'expliquer les raisons historiques qui ont pu mener à ça, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller vers trouver l'âme de cet événement, de cet épisode, et pouvoir faire éclater ou venir au grand jour como la intrahistoria. Sí, como pues eso, como el espíritu de la historia. Era algo que yo quería muy claramente, yo quería hacer literatura con esto. No quería, aunque tenía todos los documentos históricos, aunque tenía como el retrato de la época bastante claro, yo quería recrearla literariamente porque me parecía que así se iba a mostrar la tragedia de lo que ocurrió más vívidamente, que se iba a entender mejor. Bien que j'avais tous les documents historiques, que je comprenais, que je maîtrisais vraiment cette époque, je voulais trouver ce qu'il y avait de littéraire, l'exprimer par la forme littéraire et parler, développer cette tragédie. Ce que tu avais commencé à dire au départ, c'est qu'au départ il y avait effectivement une recherche que tu avais faite qui était de type un peu presque universitaire, disons, à partir de documents, à la demande d'historiens, mais normalement tu devais réaliser quelque chose qui était non fictionnel au départ à partir de ça, et ensuite tu es passé à la fiction. Comment s'est passé ce dialogue avec les historiens? Non, il voulait... J'étais arrivée là à travailler parce que dans mon travail, comme dans le cinéma, dans le théâtre, je faisais de la recherche pour habiller les caractères, pour voir comment c'était les époques, non? J'avais cette familiarité, c'était mon approche. Dans l'histoire, c'était comme c'était le corset, comme non. Quand j'ai connu et avec ces historiens, j'ai copié des documents et je m'enteraba de cosas, ¿no? De los documentos. J'apprenais des choses à partir des documents. Y con estos historiadores, pues yo hacía cosas para sus libros, que eran libros de divulgación. Donc j'ai travaillé pour ces historiens qui, eux, faisaient des livres de vulgarisation. Para Krause, para Enrique Krause. Pour Enrique Krause. Pero yo tomaba todo eso para mí, un poco para alimentar mis ficciones. Mais ensuite, je m'en nourrissais pour en faire mes fictions. Oui, parce que j'ai écrit des fictions situées dans des époques historiques différentes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que très souvent les romans d'Ana García Bergua sont situés dans des époques historiques différentes, en particulier à la charnière entre le 19e et le 20e. Alors on peut penser effectivement aussi à Púrpura, qui est un roman qui est très marqué par au moins l'esprit du 19e, et notamment le roman d'éducation ou le roman de formation du 19e, un peu à la Balzac ou un peu à la Stendhal. Est-ce que tu peux nous dire voilà, d'où est venu ce goût particulier pour des romans qui soient des romans, disons, historiques dans ce sens-là? Bon, je crois que c'était par ce métier de dessinateur un peu frustré. Parce que je n'arrivais pas à créer les choses comme je voulais, donc j'ai découvert que
en écrivant, c'était plus facile pour moi. Et il n'y avait plus de directeur, ni des acteurs, ni toutes ces personnes. C'était plus facile pour moi faire les histoires et faire tout. Je voulais faire des univers un peu faussement historiques parce que ce ne sont pas des histoires vraies. Et comme ça, j'ai écrit Purpura, que c'est un roman de formation d'un jeune homme homosexuel aux années 30-40. Ou Rosas Negras aussi, c'est un roman sur l'électricité et le spiritisme. Et c'est un roman de fantômes, un genre que j'aime beaucoup. Et c'est ça ce que j'ai fait. M'intéresse beaucoup de recréer les époques et faire un peu de recherche sur les choses qui commencent à changer et comment ils commencent à changer la forme dont les personnages, dont les personnes vivent, non? Je sais pas. Et Isla de Bobos, bon, c'est le seul roman où je raconte une histoire vraie, mais il m'a fallu de la tourner en littérature, de me l'approprier pour que je puisse la développer comme ça, non? Comme une fiction. Et l'autre jour à Paris, on était avec Marie-Josée Anaï. Et on parlait sur Isla de Bobos. Elle a écrit un livre très intéressant sur Isla de Bobos. Et je lui disais que je fais comme si j'avais inventé l'histoire, comme si l'histoire de Isla de Bobos était mienne. Et alors, c'est seulement là que j'ai été capable d'écrire le roman. Donc, tout était changé. Et j'ai changé les noms parce que la famille est là. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier roman, La Bomba de San José? Oui. Oui. Qui est aussi dans un contexte historique particulier, celui des années 60. Donc tu t'es un peu rapproché, mais ça reste quand même un roman un peu d'époque. Tu peux nous parler de ce roman? Oui, mon père, il était un historien du cinéma mexicain. Il a écrit l'histoire du cinéma mexicain. Plusieurs volumes. Oui, voilà. Grande histoire du cinéma mexicain. C'est film par film, non? Emilio García Riera. Oui. Bon, j'étais très près de ces milieux. De ce milieu du cinéma et de la littérature. Et mon père, il appartient à une génération qu'aux années 60, ils ont créé un milieu culturel au Mexique un peu plus ouvert, cosmopolite. Mon père, je viens de famille de réfugiés de la guerre d'Espagne. Et là, bon, il avait des amis, des peintres, des écrivains, des cinéastes. Et il avait cette fête chez moi. Ah bon? Ah oui, d'accord. Le dimanche, avec des artistes comme ça. Et j'étais très petite, bien sûr, mais je me souvenais de cette ambiance si gaie, si brillante aux 60, tout changeait. Tout avait des couleurs soudain, et tout était pop, tout était... Et comme ça, quand ma mère est morte, quand j'étais en train d'écrire La Bomba de San José, mon père était déjà mort, et je voulais faire comme une espèce d'hommage pour eux, de cette histoire. Et bon, c'est l'histoire d'un mariage qui devient fou parce que bon, l'époque les entraîne, les arrastre, non? Tout se change. Et je pensais surtout aux années 60, les romans, la littérature mexicaine sur les années 60, généralement elle tourne autour de 1968, la répression, etc. Non? Mais il y avait
très peu de témoins sur cette change des coutumes, cette change, la pilule, non, qui était si importante pour tant de femmes et qui a changé absolument la vie, de ne pouvoir pas faire un projet de vie et soudain elle pouvait décider ce qu'elle voulait faire, non? Et pour moi c'était très important et c'est un sujet à Rosas Negras par exemple, le mari est mort et la femme qui est au 19e se trouve seule et elle ne sait pas littéralement quoi faire avec sa vie. Avoir une vie complète pour une femme et qui personne ne décide pas par elle. Et, bon, c'est pas si... C'est récent, non? Relativement, c'est un phénomène récent. Et ce qui signifie pour une femme d'avoir le pouvoir sur sa vie. Et, bon, proyecto. Et dans La Bomba de San José, La Bomba est une actrice que le mari llega a la casa con una actriz, ¿no? Arriva a sa maison avec une actrice et la une bombe, qui est une bombe cabaretera, ¿no? Et la femme commence, ne sait pas quoi faire, non? Et bon, finalement, elle va prendre l'exemple de la femme, pas du mari, au lieu d'être jalouse. Elle va trouver comme une porte ouverte pour changer sa propre vie, non? C'est un peu l'histoire de La Bomba. Et il y a une autre histoire picaresque, politique, beaucoup de choses. Mais je voulais faire ce portrait d'époque qui me paraissait important parce que ce milieu culturel, les ciné-clubs qui ont commencé au Mexique, un peu à l'imitation de la France. Mon père, il faisait des magasins, des revistas, des revues, des magazines. Des revues à l'imitation des cahiers du cinéma, qui étaient très la nouvelle vague et tout cela. Arrivé au Mexique, et on voyait les films de Godard et tout cela. Alors c'était une époque bien intéressante. J'ai voulu faire le portrait de l'esprit des temps. C'est ça qui m'intéresse. A mí me hizo pensar en las novelas de la onda, pero con un punto de vista femenino. Sí, claro. Alors, Anna, ce qu'on peut dire aussi, c'est que comme beaucoup d'écrivains espagnols et latino-américains, tu pratiques aussi un genre qui est très espagnol, disons, qui est celui de la columna, c'est-à-dire de contributions régulières avec la presse. Donc tu travailles régulièrement pour un journal qui s'appelle La Jornada. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça implique pour toi comme rythme de travail et s'il y a une circulation de l'écriture entre la prose, ces chroniques qui sont publiées dans la presse et puis ton univers de fiction? Oui, il y a pas tant parce que la prose comme ça pour les journaux, c'est plus livre, moins descuidada, non? C'est moins soigné. Moins soigné. Mais c'est un exercice très, très bon de voir toujours chaque 15 jours de faire le texte pour le journal. Et bon, j'ai gagné ma liberté de parler sur ce que je veux. Et là, ça m'a donné des lecteurs. J'ai des lecteurs qui ne connaissent pas tes chroniques. Pas mes chroniques. Ça, c'est très satisfactoire. Mais j'ai un tout petit livre qui s'appelle Pied de Página, où j'ai réuni quelques textes qui avaient commencé comme textes de la chronique, mais je les ai travaillés beaucoup parce que je pense que quand un texte passe des journaux au livre, oui, c'est un autre niveau, non? Ça c'est une autre chose, non? Pour moi, si c'est séparé, je ne considère
Et comme littérature, ce que je fais pour les journaux, même si quelquefois j'écris des choses très politiques, mais je considère qu'ils ne sont pas bien travaillés. Tu écris aussi des nouvelles, hein, tu as aussi publié un certain nombre de recueils de nouvelles, ou des, je ne sais pas si on l'a fait passer peut-être, je l'avais non, un recueil, oui voilà, un recueil qui est un peu particulier, qui s'appelle Edificio. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as conçu ce Edificio, qui veut dire immeuble hein, en français, comment tu as conçu ce recueil qui est un peu entre le roman et le recueil de nouvelles avec des liens un peu particuliers? Oui, bon, c'était un peu l'idée de Georges Perec, non? Comment se llama ce livre? La vie, mode d'emploi, qui raconte l'histoire. Qui raconte l'histoire. C'est moins compliqué que le livre de Perec, qui est tout un univers merveilleux. Ici, c'est la même chose. Dans chaque nouvelle, c'est un département. Mais il change beaucoup, non? Ce n'est pas toujours le même bâtiment, même si pourrait être, non? C'est un bâtiment plus littéraire et il y a des personnages qui apparaissent dans une histoire et réapparaissent dans une autre, non? C'est un peu pas comme un roman, mais on pourrait faire quelque chose à medio camino. Entre el cuento y la novela. Un expériment et dans mes nouvelles, je ne fais pas d'histoire, je les situe dans l'actualité. Dans l'actualité. Et c'est plus expérimental. Oui, c'est ça. On peut peut-être demander voilà, au public ou aux personnes qui sont présentes s'ils ont des questions. Alors il peut y avoir deux types de questions un peu différentes en fonction de la provenance et des intérêts très précis. Je le dis parce que Isla de Bobo, c'est au programme d'un concours cette année et l'année prochaine en France. Il est au programme de l'agrégation interne d'espagnol. Donc il y a aussi dans le public, je sais, des candidats qui ont en particulier travaillé ce roman. Et puis voilà. Donc les questions peuvent porter voilà, soit sur ce roman en particulier, puisque elle est là, voilà, elle est là aussi pour vous, ou sur l'ensemble de ce qu'elle a pu nous dire jusqu'ici. Oui. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure de l'influence des romans du 19e siècle et puis du rôle que joue Luisa dans ce roman. Il me semblait qu'il y avait beaucoup de Flaubert aussi dans ce roman, et que contrairement à Flaubert qui est très méchant avec ses personnages, vous avez une véritable empathie, et qu'au lieu de donner un amant à Emma Bovary, vous lui aviez donné un super mari qu'elle idolâtre, et que finalement c'est par sa vision à elle, qui est un peu, vous l'avez dit, un peu délirante, que lui rentre dans cette progression qui le mène de la médiocrité. Au départ, c'est Homais, le pharmacien. Et puis, il va devenir un véritable héros grâce à la vision qu'a sa femme de lui et de son rôle dans l'île, etc. Et je trouve que pour le coup, on sent du Flaubert. Il y a même des phrases littérales, fue como una aparición, etc. Et puis en même temps, vous êtes bien plus généreuse avec vos personnages que ne les Flaubert. Et finalement, cette trajectoire dont vous parliez, qui l'amène de la médiocrité à l'héroïsme, elle doit au rôle de sa femme. C'est sa femme qui le fait. Et ça, j'ai trouvé ça agréable, et j'ai été heureuse aussi et moderne. Que vous ne développiez pas effectivement tous ces épisodes avec Saturnine, et qu'à la fin vous vous contentiez de le présenter comme le fou qu'il va devenir. Hein, on le voit armé, on le voit, et on sent que ça va basculer, mais on se dit ouf, on a échappé à ces descriptions de la nota roja qu'on n'a pas forcément envie de lire. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé cette générosité que vous avez eue avec vos personnages, et ce rôle particulier que vous donnez à Luisa, qui finalement fait son mari. Oui, c'est très intéressant. Oui, je suis desde pequeña leo Flaubert. Non. Il est un maître pour moi. J'ai appris à écrire les romans, je crois, par Flaubert.
standard. Non? Je lisais beaucoup depuis que j'étais petite. Et Madame Bovary, je peux la réciter presque. Non. Même le commencement du roman, quand on dit suppongamos, et c'est cet narrateur qui commence parlant sur Charles Bovary et qui disparaît, non? C'était un peu mon humble hommage. Mais oui, c'est vrai que Luisa fait cet homme, non? Cet homme si, qui est un peu légère, il n'a pas de poids, non? Et c'est elle qui le remplit de rêves et d'histoires, non? Et oui, je voulais penser aux femmes, mais oui, pas par penser que toujours, et même le roman de cette femme, de Laura Restrepo, l'écrivain colombienne, elle avait avant un roman sur Clipperton aussi, qui s'appelle La Isla de la Passion. Et elle ne finissait pas par voir cette histoire du héros. J'ai lu plusieurs romans et plusieurs livres sur Clipperton. Et bien sûr, le livre écrit par la famille. Et toujours l'héros intouchable et parfait. Et personne ne mettait en question si ces gestes c'était vraiment héroïque ou c'était suicide, non? C'est peut-être pour ça que comme je voyais que personne ne le disait pas, bon, j'avais à le dire. Et j'ai voulu construire aussi cette femme parce qu'il me semblait si... Après que le programme pour lequel je faisais, je récoltaba les documents, no se hizo finalement, non? C'est pour ça que j'ai resté avec tout le matériel. Je continue à faire de la recherche de mon côté. Et c'est là où j'ai trouvé les lettres d'Alicia Rovira, la vraie femme de cet homme, au président Álvaro Obregón, lui demandant qu'on reconnaissait son mari, etc. Et j'ai pensé, bon, elle veut soutenir ses rêves. C'est comme si ce rêve de ce que son mari a fait, elle la faisait vivre, parce que sinon, elle n'avait rien, elle était perdue dans une réalité complètement différente, et abandonnée avec ses enfants, c'était désespéré. Et elle avait besoin de ce rêve, de l'héroïsme de son mari pour survivre, je crois. Oui, c'est un personnage très émouvant. Et oui, non, il n'y avait pas de Emma Bovary ici. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques, Oui. Moi, c'est pas une question, c'est juste un point de vue de simple lectrice. Oui. J'ai adoré la structure de l'œuvre et quand on parle de Glissa puis Raoul, quand ça revient, enfin vraiment, il y a du dynamisme et des petits chapitres. Enfin, c'est très rythmé comme façon de construire le roman. Et autre chose, je trouve le personnage de Raoul, par exemple, très attachant, très vivant. Après, on partage pas ce qu'il fait, ses déboires, etc. Mais vraiment, vous avez une finesse dans l'écriture. Oui. Bonjour. Moi, quand j'ai fini le livre, je me suis dit que pour revenir sur le patriotisme, je savais que c'était, enfin, je sentais dans les lignes que c'était une femme qui écrivait ce livre, parce que j'ai l'impression que vous êtes d'accord, vous comprenez le sacrifice de Guisa, qui le fait par amour et pour lui-même, mais vous moquez du sacrifice et du patriotisme de Raoul qui le fait pour la patrie. Voilà. J'ai vu cette différence-là, alors je ne sais pas si... Peut-être pas me moquer exactement, mais je l'ai trouvé naïf, non? Je ne voulais pas me moquer parce que finalement c'est une vraie tragédie. Même bon, le comics, ça j'écris et ça sort toujours, je ne peux pas l'éviter, mais je ne voulais pas me moquer, je voulais laisser voir
la naïveté de cet homme qui pensait qu'il y avait une patrie qui viendrait lui sauver, non, le sauver. C'était absurde, mais peut-être il n'arrivait pas à voir ce qui signifiait quand les Américains lui expliquent ce qui s'est passé. Peut-être il n'arrive pas à se rendre bien compte que son pays n'existe plus. Non? Alors, je crois qu'il y avait d'autres questions. Oui, bonjour. Donc, vous disiez que vous étiez justement approprié ce historique pour faire une nouvelle littéraire. Mais est-ce qu'il y a aussi, dans justement cette quête de Luisa pour récupérer les soldes de son mari, cette quête finalement inutile, parce qu'elle se heurte au gouvernement de Obregón, etc., de Carranza, est-ce que c'est pas aussi une invitation à regarder aussi cette partie de l'histoire mexicaine d'une autre façon? Oui, bien sûr, parce que dans le récit sur la Révolution, ce qu'on apprenait à l'école, c'était Porfirio Díaz avait été un bon général de la Reforma, de la guerre de Reforma au 19e, mais après il est devenu un dictateur, exploiteur, oui, bien sûr. Et la révolution était nécessaire. Quand je suis allée à l'école, tous les généraux de la révolution étaient des héros, Villa, Zapata, Carranza, Obregón, tout. Non. Et bon, dans toutes les guerres, il y a les deux côtés, il y a des victimes de deux côtés. Et il fallait voir les victimes du côté de los fédérales, non? Aussi, je voulais aussi mettre en question un peu cette, par exemple, quand Carranza, le père de Luisa, de Alicia, il est allé le voir et lui dire que ce groupe de soldats sont abandonnés dans l'île. Carranza dit, et ça c'est historique, c'est réel, il a dit, sont fédérales y que se mueran, non? Pour lui, c'est moins de travail. alors c'est la crueldad, non? De la cruauté de la guerre et la déshumanisation de l'ennemi, de l'adversaire. Une question là-bas. Bueno, ya se habló de la intrahistoria, del heroísmo, la patria, de todas estas ideas. Solamente comentar con respecto al contexto de la literatura mexicana, cómo esta novela toca un tema que ha sido tratado ahí desde un punto de vista historiográfico, con un toque político, soberanista, indicativo, como el libro de González Avelar, y que esta novela le da la vuelta completamente a un discurso muy poderoso en la tradición mexicana, como es el nacionalismo revolucionario y el anterior. Y lo segundo, comentar cómo también la novela Historia en México pareciera que hay dos tipos, una que se ocupa de las grandes gestas, de las grandes figuras, de los grandes momentos, de las grandes tragedias, fracasos, etc., y otra en tono menor, que a partir de pequeños detalles aparentemente insustanciales de la vida cotidiana iluminan mucho más la historia. No sé si cuando escribió la novela había una conciencia de esto, o bueno, tomar partido, una postura en esto, en este debate. Pues sí, sobre todo esto que dices del nacionalismo y de México visto como algo homogéneo, ¿no? Cuando durante la época de la Revolución no tardó mucho en haber hasta los años 20 con Calles y Obregón, Calles y luego Cárdenas, que hubiera un país más o menos unificado otra vez. Entonces la tradición del nacionalismo revolucionario quería presentar este México como si desde el origen Villa y Zapata fueran muy cuates, ¿no? Y pues no. Entonces sí, yo quería como dejar ver este momento en el que México era
pues un rompecabezas desarmado. Y esta parte un poco siguiendo la microhistoria de Luis González y González. Luis González y González est un historien mexicain qu'il a fait, une école historiographique sur son petit peuple au Michoacán et des petites communautés, et c'est toute une branche de l'école de l'histoire au Mexique. Et ça m'intéressait de faire aussi littérature historique, mais de la part du détail del caso puntual, ¿no? No generalizar. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors si c'est... D'abord merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux et nombreuses. Merci à Anna de nous avoir accompagnés. Donc nous sommes parfaitement dans les temps, ça a été très bien prévu par les organisateurs. Donc il y a une petite pause, hein, et on reprend à un petit quart d'heure, c'est ça? Voilà.